Dès qu'Ava est venue au monde, les yeux bleus et le sourire aux lèvres, il était clair pour tout le monde, en particulier pour maman et papa, qu'elle ne pouvait pas se tromper. Moi, j'étais l'autre fille, celle qui prenait tout ce qui était en solde, les pensées d'occasion, les vêtements d'occasion. Tu vois, Ava a besoin de ce qu'il y a de mieux, disait maman en triant les piles de nouveaux cadeaux brillants pour ma sœur et en me tendant quelque chose comme une paire de chaussettes ou un livre qui avait l'air d'avoir déjà été lu une douzaine de fois. Et il ne s'agissait pas seulement des cadeaux. Il y avait tout. Ava recevait les nouveaux vêtements, les nouveaux gadgets et toute l'attention. Ava, que son cœur soit béni, a grandi en sachant à quel point tout le monde l'adorait. Et pourquoi ne le ferait-elle pas? Elle était traitée comme un roi. Ce genre de choses change une personne. Elle a appris très tôt à faire ce qu'elle voulait, et si cela signifiait m'écraser, alors qu'il en soit ainsi. Elle faisait des cascades, vous voyez, des tours qui me laissaient avec le sac. Comme la fois où elle a cassé la montre préférée de papa et l'a glissée dans mon tiroir. Devinez qui a été puni pendant un mois? Et elle était rusée, aussi. Tous les parents lui mangeaient dans la main. Ils la voyaient comme un gentil petit ange, alors que j'étais le fauteur de troubles, la mauvaise graine. Élise est juste difficile, murmurait-il en secouant la tête comme si je ne les entendais pas. Mais je les entendais. Chaque mot. Élise, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur, était un refrain fréquent de maman. Elle n'en perdait jamais une miette, surtout lorsqu'elle me comparait à Ava, qui papillonnait comme si elle était la maîtresse des lieux. Je me souviens d'un après-midi particulier, nous étions dans le salon, le soleil projetant de longues ombres sur la moquette. Ava se pavanait, montrant une nouvelle robe que maman lui avait achetée. Une de ces marques de luxe que l'on voit dans les vitrines des magasins. J'ai jeté un coup d'œil à mes propres vêtements, délavés par trop de lavage, et j'ai ressenti ce pincement d'envie qui m'est familier. N'est-elle pas adorable? Maman pouvait taper dans ses mains, ravie. Papa était sur le canapé, l'attention à moitié sur son journal, à moitié sur Ava. Élise, peux-tu être gentille et aller chercher les chaussures de danse de ta sœur? Elle doit bientôt s'entraîner pour son récital et tu sais à quel point c'est important. Demande maman sans quitter Ava des yeux. J'acquiesçai et me dirigeai vers la chambre d'Ava, qui était 2 fois plus grande que la mienne et remplie de jouets et de gadgets dont je ne pouvais que rêver. En fouillant dans son bazar pour trouver ses foutues chaussures, je ne pouvais m'empêcher de penser, pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Tiens, dis-je en jetant les chaussures aux pieds d'Ava, plus durement que je ne l'aurais voulu à mon retour. Elle a levé la tête, ses yeux bleus étaient écarquillés, une image parfaite de l'innocence. Élise, ne sois pas brutale. Excuse-toi auprès de ta sœur, dit la voix de papa derrière son journal. Désolé, Ava, marmonnai-je, sentant la chaleur monter à mes joues. Et la seule personne qui ait jamais compris, qui ait vraiment vu ce qui se passait, c'était grand-mère, la mère de papa. Elle était dure comme la pierre et ne laissait personne lui raconter des conneries. Tom, disait-elle à mon père, la voix tournée, mais pas méchante. Vous vous aveuglez si vous pensez que vos filles sont traitées de la même façon. Élise mérite autant d'amour et d'attention qu'Ava. Mais papa se contentait de l'envoyer promener, et maman roulait des yeux comme si grand-mère était en train de dramatiser. Nous les traitons de la même façon. Maman insistait, mais ses mots tombaient à plat dans l'air lourd, remplis de toutes les choses qu'ils avaient données à Ava et pas à moi. Après ces discussions, grand-mère me prenait à part. Ses mains serrant les miennes avec une force qui démentait son âge. Écoute, Élise, tu dois être forte. Ne les laisse pas éteindre ta lumière. Tu es aussi brillante, aussi méritante que ta sœur. Elle me le disait, le regard féroce et convaincu. La plupart du temps, cela me suffisait pour tenir le coup. Le jour de la remise des diplômes était censé être une étape importante, un jour où l'on célébrait des années de dur labeur. Mais pour moi, c'était plutôt le dernier clou dans le cercueil, de tout soutien que j'aurais pu attendre de mes parents. Ils ont carrément refusé de m'aider à payer mes frais d'inscription à l'université. Nous ne pensons pas que ce soit un bon investissement, a dit mon père en haussant les épaules, comme si mon avenir était une mauvaise option d'achat d'actions. C'est alors que grand-mère est intervenue.
Sa proposition de payer mes études n'était pas qu'une question d'argent, c'était une bouée de sauvetage qui me sortait de l'environnement toxique de notre maison. Tu vas faire de grandes choses, Élise, et je veux que tu aies cette chance. Elle a dit cela d'une voix ferme, ne laissant aucune place à l'argumentation. Quitter la maison pour aller à l'université, c'était comme se débarrasser d'une vieille peau. J'ai étudié le droit, un domaine que j'ai choisi en partie par intérêt, et en partie parce que j'avais l'impression d'exercer une sorte de pouvoir que je n'avais jamais eu en grandissant. L'université était mon royaume, un endroit où mon passé ne me définissait pas. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme, je n'ai pas pris la peine de rentrer chez moi. J'ai loué un appartement en ville et j'ai commencé ma nouvelle vie d'avocat. Ma jeune sœur, Eva, est restée avec nos parents, qui étaient maintenant complètement sous son charme. Grand-mère, qui gardait régulièrement le contact, racontait souvent des histoires qui donnaient une image claire de la situation. Eva les tenait par le bout du nez. Ses moindres désirs étaient des ordres. C'est comme regarder une reine avec sa cour. A déclaré grand-mère lors d'un de nos appels, son ton mêlant l'amusement et la consternation. Je ne parlais pas beaucoup à mes parents. Nos conversations étaient limitées et tendues, généralement provoquées par eux et uniquement lorsqu'ils voulaient me rappeler l'anniversaire d'Eva ou un de ses exploits. N'oublie pas que ta sœur aura 20 ans la semaine prochaine. Disait maman, d'une voix joyeuse, comme si ce rappel allait combler le fossé qui nous séparait. Mon propre anniversaire passait inaperçu, un oubli qui s'atténuait d'année en année. Un soir, alors que j'étais assise sur mon balcon et que je regardais le coucher de soleil, la ville s'étalant paisiblement en contrebas, j'ai pris une décision. Il était temps de lâcher prise. Les griefs et les rancunes, les comparaisons constantes avec Eva, je devais tout laisser tomber. Je ne pouvais pas effacer le passé, mais je pouvais décider du pouvoir qu'il avait sur mon avenir. Ma vie s'était installée dans une routine confortable, le travail, l'occasionnel happy hour avec les collègues, et les week-ends tranquilles passés à m'adonner à ma passion pour les romans policiers. Jusqu'au jour où Nathan est entré dans mon bureau. Nathan était un nouveau client, recommandé par un collègue, qui pensait que je serais parfaite pour son affaire. Il s'agissait d'un litige commercial dans lequel il s'était empêtré, rien que je n'ai jamais traité auparavant. Mais dès qu'il est entré, j'ai compris que Nathan n'était pas un client comme les autres. Il avait cette confiance en lui, un charme qui ne semblait pas forcé. Alors, vous êtes le faiseur de miracles dont j'ai entendu parler, dit Nathan en s'installant sur la chaise en face de mon bureau, avec un sourire désarmant. Je me mis à rire, essayant de ne pas montrer à quel point j'étais troublé. Je ne sais pas s'il y a des miracles. Mais je vais faire de mon mieux pour vous aider. L'affaire s'est avérée plus compliquée que je ne l'avais prévu, nous entraînant dans un tourbillon de stratégie juridique et de séances de stratégie nocturne. Nathan était plus impliqué que la plupart des clients, voulant toujours comprendre chaque détail, ce qui signifiait que nos réunions étaient longues et fréquentes. Un soir, après une séance particulièrement épuisante, Nathan s'est arrêté à la porte alors que nous quittions le bureau. « Élise, tu as déjà mangé ? Je suis affamée, et je te dois un repas pour t'avoir gardé si tard. Il y a un bon restaurant italien dans le coin. Qu'en dites-vous ? » J'ai hésité, n'ayant pas l'habitude de mélanger ma vie professionnelle et ma vie privée. Bien sûr, pourquoi pas ? Mais pour que les choses soient claires, il s'agit strictement d'un dîner de remerciement, n'est-ce pas, strictement professionnel, a-t-il accepté avec un clin d'œil qui laissait entendre qu'il était tout aussi conscient que moi de la tension qui régnait entre nous. Le dîner a été une révélation. Loin des piles de documents juridiques, Nathan était drôle et perspicace, racontant ses voyages et ses aventures professionnelles. Je me suis surprise à m'ouvrir sur ma propre vie, plus que je ne le fais habituellement avec des personnes que je ne connais pas depuis longtemps. Lorsque nous sommes sortis du restaurant, l'air frais du soir m'a fait l'effet d'un éclaircissement. Merci pour le dîner, Nathan. C'était bien de sortir du bureau pour une fois, répondis-je, le pensant plus que je ne voulais l'admettre. Je suis contente que ça t'ait plu. Élise, je me disais qu'une fois tout ce bazar terminé, nous pourrions peut-être sortir à nouveau ensemble ? Pas de documents ni de disputes, juste nous. J'ai été déconcertée par son franc-parler, mais l'idée était incroyablement séduisante. J'ai répondu que cela me plairait.
me surprenant moi-même à vouloir me plonger dans ce qui était en train de se passer. Les semaines qui suivirent furent un mélange de bataille au tribunal et de dîner tranquille avec Nathan. Le fait d'avoir gagné l'affaire m'a fait doublement plaisir, non seulement pour la victoire professionnelle, mais aussi pour ce que cela pourrait signifier pour nous. Alors que nous fêtions l'événement autour d'un verre, Nathan m'a tendu la main de l'autre côté de la table. C'est le moment de gagner des affaires, espérons-le, de séduire de belles avocates. Il a trinqué, ses yeux fixés sur les miens. Attention, maître. Je l'ai taquiné. Vous pourriez être accusé de charme excessif. Son rire, chaleureux et sincère, a parfaitement conclu notre petite fête. Peu de temps après, notre relation professionnelle s'est transformée en quelque chose de plus personnel. Cela faisait 1 an que Nathan et moi étions sortis ensemble pour la première fois, et chaque moment était agréable avec lui. Aussi, lorsqu'il m'a demandé en mariage, ce n'est pas seulement l'excitation du moment qui m'a emporté. C'était de savoir que je serais avec quelqu'un qui me comprendrait et m'apprécierait vraiment. J'ai dit oui sans hésiter et nous avons décidé de ne pas perdre de temps. Excitée et un peu nerveuse, j'ai appelé mes parents pour leur annoncer la nouvelle. Je crois qu'une partie de moi espérait que cela nous rapprocherait, que cela comblerait le fossé qui s'était creusé au fil des ans. Leur réaction a été pour le moins tiède, mais ils m'ont invité à passer chez eux pour parler des préparatifs du mariage. Lorsque je suis arrivée chez eux, j'ai tout de suite senti la tension. Mon père et ma mère ont exprimé leur joie, mais leurs paroles semblaient creuses. Je voyais bien qu'ils continuaient à penser qu'Ava devait être la première à se marier, non pas à cause de son âge, mais parce qu'elle avait toujours été la préférée. Pendant la visite, Ava a étonnamment usé de son charme. Elle a souri, s'est montrée gentille, puis a laissé tomber son offre, comme s'il s'agissait de la main secourable d'un saint. Laisse-moi organiser ton mariage, Élise. Ce sera ma façon de te montrer à quel point je veux que tout aille bien entre nous. J'ai été déconcertée. Mais avant que je ne puisse refuser, mes parents sont intervenus, me poussant à accepter son aide. Tu sais, Élise, Ava est en train d'essayer. Cela signifierait beaucoup si tu la laissais faire pour toi. Ma mère a insisté, avec ce ton qui signifiait qu'il ne s'agissait pas d'une simple suggestion, mais d'une directive. Me sentant acculée, j'ai accepté à contre-séure. Ava s'est mise au travail, du moins c'est ce qu'elle a dit. Chaque fois que nous nous parlions, elle m'assurait que tout était sous contrôle. Concentrez-vous sur votre travail. Je m'en occupe. Disait-elle joyeusement au téléphone. Son assurance était suffisamment convaincante pour que je ne prenne pas la peine de vérifier les détails moi-même. Mais à l'approche du mariage, un sentiment tenace m'a poussé à me pencher moi-même sur les préparatifs. J'ai appelé le lieu du mariage, m'attendant à ce qu'on m'explique tout ce qui était prévu. Au lieu de cela, on m'a dit, nous avons réservé la salle pour vous, mais c'est à peu près tout. Mon cœur a sombré lorsque j'ai passé d'autres appels, aux fleuristes, aux traiteurs, aux décorateurs. L'histoire était la même, Ava s'était renseignée, puis plus rien. Pas de suivi, pas de réservation, pas de paiement. J'ai ressenti un mélange de colère et de trahison, mais je n'allais pas la laisser gâcher mon grand jour. Je l'ai appelée, j'avais besoin de l'entendre me mentir une fois de plus. Et, Ava, je voulais juste prendre des nouvelles. Tout va bien? Oh, absolument. Ça va être magnifique, Élise. Ne t'inquiète pas. Elle m'a répondu, sa voix pétillant d'un enthousiasme fin. Je raccroche et appelle immédiatement Lila, mon amie organisatrice professionnelle de mariage. J'ai expliqué la situation. Comment Ava avait laissé tomber la balle, non, l'avait jetée, et comment j'étais à 2 semaines d'un mariage qui n'était rien d'autre qu'une salle de livres. Lila était horrifiée, mais elle s'est empressée d'agir. Élise, je m'en occupe. Considère que c'est fait. On va y arriver. Elle me l'a assuré avec une détermination à la fois réconfortante et revigorante. Le jour du mariage, malgré les tensions sous-jacentes, s'est déroulé à merveille.
Le décor était impeccable, la musique donnait un ton joyeux et nos invités semblaient se délecter de la célébration. C'était tout ce que j'avais espéré, mais une partie de moi restait sur ses gardes, surtout lorsque j'ai remarqué qu'Ava était tapie dans un coin, la mine renfrognée, et qu'elle regardait tout se dérouler avec un mécontentement visible. Au milieu de la réception, ma mère prit le micro, sa voix résonnant dans la salle. Mesdames et messieurs, nous devons remercier tout particulièrement Ava, sans qui ce bel événement n'aurait pas été possible. Élise, tu devrais être très reconnaissante envers ta sœur. La salle s'est remplie d'applaudissements, dirigés vers Ava, qui arborait un léger sourire d'humilité. Je ressentis une poussée de colère face à ce mensonge flagrant, mes mains se serrèrent sous la table. Je ne pouvais pas laisser passer ça, pas aujourd'hui. Debout, j'ai interrompu les applaudissements d'une voix ferme. En fait, il faut que je remette les pendules à l'heure. La salle se tait, tous les regards se tournent vers moi. Ava n'a rien organisé de tout cela. En fait, elle a presque saboté tout le mariage. On aurait pu entendre une épingle tomber après ma déclaration. Les visages de mes parents devinrent rouges de colère, et les yeux d'Ava s'écarquillèrent sous le choc, sa façade s'effondrant. Comment oses-tu dire cela, s'exclame ma mère, d'une voix forte et tranchante. Tu diffames ta propre sœur le jour de ton mariage. J'y ai dit que 2 semaines avant aujourd'hui, rien n'était prêt. Pas de fleurs, pas de gâteau. Pas de décoration, rien de ce que tu avais promis n'était fait. J'ai continué, l'effet se détachant sur la toile de fond des décorations festives. Ava, saisissant l'occasion, s'est mise à pleurer bruyamment, ses sanglots étant théâtraux. Vous voyez ce que je veux dire? Elle m'a toujours détesté. Elle a toujours essayé de me faire passer pour la méchante. Les invités, pris au dépourvu, murmurent entre eux, beaucoup secouent la tête en me regardant. Il semblait que leur sympathie allait à Ava, qui jouait la victime à la perfection. Ce n'est pas de la calomnie, si c'est la vérité, rétorquai-je, me sentant isolé alors que la pièce bourdonnait de chuchotements. La tension est rapidement montée d'un cran. Ava, toujours en sanglots, est sortie en courant de la salle, ajoutant du drame à sa performance. L'atmosphère s'est dégradée, transformant ce qui aurait dû être une fête en un spectacle de drame familial. Au cours des semaines qui ont suivi, les retombées ont été pires que je n'aurais pu l'imaginer. Ava a disparu, laissant derrière elle un mot qui me montrait du doigt. Il affirmait que je l'avais toujours maltraité, que j'étais la raison de son malheur. Ce mot a retourné tout le monde contre moi, même ceux qui nous avaient connus toute notre vie. Mes parents ont cru à chaque mot, m'accusant d'être responsable de sa disparition. Même ma grand-mère, la seule personne qui avait toujours vu clair dans les manipulations d'Ava, s'est refroidie. Je ne peux pas croire que tu l'aies poussée à cela. Elle a dit un jour, ses mots coupant plus profondément que n'importe quel couteau. Elle m'a alors annoncé qu'elle coupait les ponts avec moi, peut-être influencée par la pression croissante et la note dramatique d'Ava. Par la suite, je me suis retrouvé de plus en plus isolé. Mes amis et ma famille se sont rangés du côté d'Ava, me laissant affronter la dure réalité d'être ostracisé par ceux que j'aimais. Malgré la joie que mon mariage avec Nathan aurait dû apporter. Ces événements ont jeté une longue ombre sur notre nouvelle vie commune. Les mois qui ont suivi notre mariage ont vu Nathan s'absenter de plus en plus, ses voyages d'affaires s'accumulant comme les livres non lus sur ma table de nuit. Nos conversations se réduisaient à des mises à jour polies, nos moments ensemble, autrefois remplis de rires et de secrets partagés, ressemblaient désormais davantage à des vérifications obligatoires. Par un soir froid, alors que je triais des factures et des reçus. Un bout de papier en particulier a attiré mon attention. Il s'agissait d'un reçu de carte de crédit pour une boutique féminine haut de gamme, soit $2000 de robes et d'accessoires. La confusion m'envahit. Mon anniversaire était passé sans aucun cadeau, et notre anniversaire de mariage était dans plusieurs mois. Je n'ai pas confronté Nathan. Au lieu de cela, j'ai opté pour une solution qui me semblait à la fois invasive et nécessaire. J'ai engagé un détective privé. Le détective était un homme bourru nommé Karl, qui a écouté mon histoire avec un grognement de non-engagement. Je peux me pencher sur la question, mais êtes-vous sûr de vouloir savoir ce que je pourrais trouver? Il m'a demandé, la voix rocailleuse. Oui, il faut que je sache,
ai-je répondu, fermement décidé. 2 semaines plus tard, Karl m'a appelé. J'ai eu les résultats, dit-il simplement, la voix neutre. Cela faisait longtemps que je n'avais pas parlé à ma grand-mère, surtout après la débâcle avec Eva qui avait laissé la famille en miettes. Grand-mère était désormais fragile, sa santé déclinait rapidement, mais son esprit restait vif, sa compréhension des dynamiques familiales profonde et nuancée. Je lui ai rendu visite, les photos, preuve de la trahison de Nathan, pesant lourd dans mon sac. Elle m'a accueilli avec un sourire plus faible que dans mon souvenir, les lignes de la douleur étant profondément gravées autour de ses yeux. Élise, cela fait trop longtemps, murmure-t-elle. Sa voix n'étant plus qu'un murmure de sa force d'antan. Je sais, grand-mère, je suis désolée, répondis-je en prenant place à côté de sa frêle silhouette. La distance entre nos visites s'était creusée, remplie de non-dits et de tensions non résolues. J'ai hésité un moment avant de sortir les photos et de les faire glisser sur la table vers elle. Elle a regardé chacune d'entre elles, l'expression indéchiffrable. Après une longue pause, elle a levé les yeux vers moi, les yeux mouillés d'un mélange de tristesse et de compassion. Oh, Élise, soupire-t-elle en tendant une main tremblante vers la mienne. Ta sœur nous a tous dupés, n'est-ce pas? Même moi. Ces mots étaient une bombe et une piqûre. Oui, elle nous a trompés. Et je pense que... Nathan aussi. Grand-mère m'a serré dans ses bras, son corps fragile, mais son étreinte ferme. Je suis tellement désolée, ma chérie. J'aurais dû écouter, j'aurais dû voir. Et la conversation qui a suivi a été un mélange de larmes et de rires, de récits de vieilles blessures et de tentatives d'en toucher de nouvelles. 1 mois plus tard, grand-mère est décédée. Et la lecture du testament de grand-mère était prévue dans le cabinet de l'avocat de notre famille, un jour que j'abordais le cœur lourd. Les membres de la famille s'étaient rassemblés et la pièce bourdonnait du prélude habituel aux événements familiaux importants, certains rattrapant le temps perdu à voix basse, d'autres échangeant des plaisanteries forcées. J'ai pris place à l'autre bout de la pièce, le cœur battant non seulement à cause des révélations imminentes du testament, mais aussi à cause de l'hostilité palpable dans l'air. Mon mari, Nathan, s'est assis à côté de moi, sa présence étant plus une obligation qu'un soutien. Puis la porte s'est ouverte et, à la surprise générale, Ava est entrée. Elle avait l'air différente, plus dure, plus calculée, et son sourire en coin indiquait qu'elle était consciente de l'effet que son apparition soudaine avait sur nous tous. Mes parents, les yeux pleins de larmes à cause de la surprise et de la joie immédiate, se sont précipités vers elle. Oh, Ava, tu es de retour, s'exclama ma mère en la serrant dans ses bras. Papa, maman, a salué Ava, la voix douce alors qu'elle leur rendait leurs étreintes, mais ses yeux balayant la pièce se sont posés sur Nathan et moi avec une lueur de triomphe. Sans hésiter, elle s'est approchée de lui, s'est penchée et l'a embrassé possessivement. Nathan, sans surprise, lui rendit l'appareil avec la même ferveur. La salle se tait, stupéfaite. En se retirant, Ava se tourna vers la salle, son sourire s'étant transformé en rictus. J'ai planifié ma disparition, avoua-t-elle à voix haute, appréciant le choc que ces mots provoquaient. C'était pour que grand-mère me laisse tout, en pensant qu'Élise m'avait chassé. Cette révélation provoqua un murmure d'incrédulité dans la pièce. Mes parents ont regardé d'Ava à moi, la confusion se dessinant sur leur visage. L'avocat, M. Hartley, se racle la gorge, ramenant l'attention sur le sujet. Et si nous pouvons continuer, dit-il, avant de lire le testament. A eu grand étonnement de tous, en particulier d'Ava et de Nathan, grand-mère m'avait tout légué. Le visage d'Ava est passé de la suffisance à la stupéfaction. Ce n'est pas possible, a-t-elle bredouillé. Vérifiez encore une fois. Monsieur Hartley ajuste ses lunettes, son ton est professionnel. Le testament est très clair. Votre grand-mère a apporté ces dernières modifications très récemment. Je me suis levé, j'ai parlé d'une voix ferme en m'adressant à la salle. Je suis au courant de leur liaison depuis des mois. Ava ne s'est pas cachée de nous. Elle vivait dans la ville où Nathan se rendait souvent pour ses affaires. J'ai sorti les photos et les preuves du détective. Je les ai étalées sur la table pour que tout le monde puisse les voir. Non seulement tu as essayé de manipuler grand-mère, mais tu m'as aussi trahi. Nathan.
J'ai dit que ma voix était dépourvue de la douleur qu'il aurait fendue autrefois. Nathan se leva, l'expression de quelqu'un d'acculé. Élise, parlons-en. Il n'y a rien à discuter. Je le coupe net. Je demande le divorce et une compensation pour la trahison. Ava tente de s'interposer. Élise, nous sommes une famille. On peut sûrement le faire. Une famille? Je m'interrompis, la voix amère. Tu as perdu le droit de t'appeler ainsi quand tu as décidé de nous tromper et de nous manipuler pour ton propre compte. Mes parents, comprenant enfin l'ampleur de la tromperie, nous regardèrent, leur visage pâle et tiré. Je te conseille de trouver un bon avocat. Dis-je à Ava, sans prendre la peine de cacher le mépris dans ma voix. Me tournant vers Nathan, j'ajoutai, et tu en auras besoin aussi. En sortant du bureau de l'avocat, le poids des derniers mois m'a semblé plus léger. Et la route serait dure, sans aucun doute, mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais que je tenais fermement les rênes de ma vie. Après tout ce qui s'est passé, j'ai pris les seules mesures que je jugeais appropriées en tant qu'avocate et femme bafouée. J'ai demandé le divorce à Nathan et je l'ai poursuivi, ainsi qu'Ava, pour les dégâts émotionnels qu'ils avaient causés par leur tromperie. Et la procédure judiciaire a été simple, grâce aux preuves indéniables recueillies par le détective. Le juge m'a accordé une somme substantielle pour préjudice moral, un petit réconfort pour la trahison que j'avais subie. Lorsque le coup de marteau final est tombé, refermant le chapitre de mon mariage et du procès, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de vide. Depuis le divorce et le procès, j'ai coupé les ponts avec Nathan et Ava. Même mes parents ont de nouveau choisi le camp d'Ava, en essayant de la dépeindre comme la victime. En considérant ces actions comme de simples erreurs plutôt que comme les manipulations qu'elles étaient. Cette trahison de leur part a été presque aussi douloureuse que la tromperie initiale, montrant clairement que nos chemins s'étaient irrémédiablement éloignés. Des amis et d'autres membres de la famille nous ont soutenus, leurs actions montrant qu'ils comprenaient les vraies couleurs d'Ava et la profondeur de sa tromperie. Il est réconfortant, d'une certaine manière, de savoir que tout le monde n'a pas été dupe de sa mascarade. Un soir, alors que je rangeais les vieux livres de grand-mère sur une étagère du salon, on a frappé à la porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé l'oncle Mike, l'un des rares membres de la famille qui m'a toujours soutenu. Élise, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Et elle me dit, son regard s'attarde sur les changements que j'ai apportés à la maison. Merci, oncle Mike. Entre donc. Je l'invitais à entrer dans le salon. Et elle regarde autour de lui et approuve d'un signe de tête. Tu t'es bien débrouillé avec cette maison. C'est comme ta grand-mère l'aurait voulu, plein de vie à nouveau. J'ai souri, sentant une chaleur se répandre en moi. Honnêtement, c'est thérapeutique. Vivre ici, entretenir sa maison, ça m'a aidé à retrouver un peu de paix après tout. Oncle Mike m'a tapoté l'épaule, un geste réconfortant. Elle serait fière de toi, Élise. Pas seulement pour cette maison, mais aussi pour le fait que tu te défendes. C'est ce qu'elle a toujours voulu pour toi. Lorsque l'oncle Mike est parti, plus tard dans la soirée, je suis restée sur le seuil de la porte à regarder le coucher de soleil. L'horizon s'embrasait de couleurs, rappelant avec force que la vie pouvait encore offrir de la beauté après la tempête. Avec la maison comme point d'ancrage, je me sentais prête à affronter la suite des événements, en perpétuant l'héritage de force et de résilience que m'avait légué ma grand-mère.